d'échange. Alors voilà, je vais laisser la parole au DGE du Sénégal, Monsieur Sen. À vous la parole. Merci beaucoup, Mélanie. Et je profite de l'occasion pour remercier les panélistes, remercier également M. Cadré, je pense, le chef du bureau électoral de la France. Donc, je pense que c'est un thème qui est intéressant, qui concerne deux pays, le Sénégal, mais également la France, qui ont eu à organiser des élections anticipées en un temps record. La France, si je ne me trompe pas, a organisé des élections en 20 jours. Le Sénégal en moins de 3 mois, c'est-à-dire 2 mois. C'est vrai que le contexte du Sénégal est un contexte un peu particulier. On a eu une élection en 2024, mois de mars, qui a consacré une autre alternance. Le nouveau régime est venu au pouvoir. Et l'Assemblée nationale, comme vous le savez, était composée il y avait une composition un peu équilibrée entre les différentes forces. Et le président de la République a constitutionnellement décidé de procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale. Et cette dissolution de l'Assemblée nationale est prévue par l'article 87 de notre Constitution, qui dispose que le décret de dissolution fixe la date des scrutins pour l'élection des députés. Donc, il fallait procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale, mais pour pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale, il faut que l'Assemblée ait 2 ans de législative. Et donc, ce que le président de la République a fait, c'est de demander, parce qu'il y avait un débat qui polluait l'atmosphère, de demander au Conseil constitutionnel son avis par rapport à la date de dissolution. Et le Conseil constitutionnel avait répondu à son temps par une décision que le président de la République pouvait dissoudre, donc à partir du 12 septembre. Le président de la République a pris un décret conformément aux dispositions de l'article 87 qui prévoit non seulement le pouvoir de dissolution, mais après la dissolution, il fallait fixer une date pour les élections. La date a été fixée parce que la Constitution prévoyait une date entre 60e jour et 90e jour. Le président de la République a pris le décret et a procédé à la dissolution et en même temps a fixé les élections législatives anticipées au mois de novembre. Maintenant, c'était un contexte particulier, je l'ai dit tout à l'heure. On venait d'organiser des élections, l'élection présidentielle. Et quelques mois après, on nous annonce une élection anticipée. Ce n'était pas facile au début parce qu'il y avait beaucoup de défis à relever. Le premier défi à relever, c'était le cadre juridique. Parce que notre ordonnancement juridique n'avait pas prévu en réalité un cadre pour pouvoir organiser des élections législatives. En 2021, en 2001, je me rappelle, on a eu à organiser des élections anticipées. Mais la chance qu'on avait en 2001, c'est parce qu'il y avait un cadre juridique, parce que la Constitution avait prévu dans ses dispositions transitoires qu'on pouvait aller vers des élections anticipées et avait prévu un cadre juridique approprié pour l'organisation de ces élections. Cette fois-ci, on n'a pas eu cette chance. Parce que si vous prenez les deux textes qu'on avait de base, la Constitution et le Code électoral, la Constitution ne prévoyait que la dissolution et la fixation de la date dans un intervalle bien déterminé. Et si vous revisitez les dispositions du Code électoral, il y avait l'article L37 qui prévoit que pour les délais d'organisation de la révision, on pouvait aller avec les élections anticipées, avec le fichier qu'on avait. Donc, ce qui exclut de facto la possibilité de faire une révision, une révision exceptionnelle. L'autre élément, c'est les dispositions de l'article 175 du Code électoral, qui prévoyait également la caution. Et cette caution-là était de reconduire la caution de la dernière élection. Et la dernière élection date de 2022. Et la caution était de 15 millions de francs. Donc, en dehors de ces éléments-là, la caution, la révision exceptionnelle, etc., il n'y avait aucun autre délai qui avait été fixé par le Code électoral. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier défi, c'est de dire, nous, administration électorale, on ne peut pas créer la loi. On ne peut pas aller dans une élection en prévoyant de nos propres grés une loi ou bien en prenant des décrets. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'idée a été agitée de saisir le Conseil constitutionnel
pour l'exposé de la situation. On va vers une élection législative, mais le cadre juridique n'a pas été défini. Et comme le juge constitutionnel est à la fois le juge de la Constitution, mais à la fois un régulateur de l'espace politique, le Conseil constitutionnel a été saisi. Et dans son avis, donc, le Conseil avait carrément déclaré que les délais qui sont prévus par le code électoral, qui allaient jusqu'à 150 jours, par exemple le parrainage, étaient des délais qui étaient incompatibles avec l'organisation d'une élection anticipée. Cela avait pour objet de dire qu'en réalité, on ne pouvait pas dépasser les 90 jours qui sont prévus par la Constitution, alors que les délais qui sont prévus par le code électoral allaient jusqu'à 150 jours. Et le Conseil avait, par sa décision, donné au pouvoir réglementaire la possibilité de procéder à la réduction de ces délais. Et du coup, se fondant sur la décision du Conseil constitutionnel, le président de la République a pris un décret convoquant le corps électoral. Et du coup, dans ce même décret, le président maintenant a prévu les délais qui couvrent un peu le dépôt de dossier de déclaration de candidature, le contentieux, mais également la distribution des cartes, entre autres. C'est dans ces circonstances que le cadre juridique a été fixé, et donc c'est dans également cette perspective que le déroulement des opérations a eu lieu. Donc, le premier défi, c'était le cadre juridique qu'il fallait relever parce qu'il n'y avait pas du tout de texte. Deuxièmement, on avait un problème de temps. Il fallait vite aller vers le dépôt des dossiers de candidature. Et comme vous le savez, les candidatures ont été nombreuses. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui expliquent le nombre de listes qu'on avait. Non seulement il n'y a pas eu de parrainage, mais également la caution était très faible, c'était 15 millions. C'est pourquoi on a reçu beaucoup de dossiers de déclaration de candidature. Et au finish, la commission qui a procédé à la recevabilité de ce dossier de candidature a déclaré recevable 41 listes. Donc, il fallait aller aux élections avec 41 listes. Le temps était très court. Comment faire avec 41 listes? Il fallait voir, parce que pendant cette période, il y avait une tension, parce que les imprimeurs disaient qu'il n'y avait pas de papier au Sénégal, etc., etc. Donc, il y avait tous ces éléments qui ont favorisé un peu à aller vers la confection de ces listes. 41 listes, c'était pas du tout facile. Il fallait imprimer pour chaque candidat 8 500 000 de bulletins, fois 48. Et donc, ne serait-ce que pour la confection des bulletins de vote, mais également pour le transport du matériel à l'étranger, le Sénégal a déboursé la somme peut-être de 14 milliards de francs CFA. C'est pour vous dire que c'était énorme pour les bulletins. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Pour les bulletins, on a tenu une réunion en convoquant tous les imprimeurs, en leur disant qu'on a un délai de 2 mois. Il faut qu'on aille vite, en leur fixant un calendrier bien déterminé. On vous donne une liste et on vous donne un délai de livraison. Si vous ne respectez pas ce délai de livraison, donc nous, on est on est en droit de pouvoir retirer la liste et de donner ça à une autre personne. Des clauses ont été signées avec ces imprimeurs. Et il nous a fallu également de faire des équipes qui vont aller faire la supervision au niveau des imprimeurs. Et lorsqu'il y a un retard, automatiquement, on retire la liste et on donne ça à une autre personne. Donc, ce travail a été fait et on a quand même eu de bons résultats parce qu'au niveau de l'imprimerie, il n'y avait pas eu de problème. Toutes les imprimeries ont eu à livrer à temps. Mais si on n'avait pas fait ce travail-là, ça dit que vous aurez eu des bulletins donc, qui ne seront pas livrés à temps et ça peut favoriser en fait donc, une mauvaise organisation de l'élection. Ce passage également pour le matériel électoral. Nous, ce qui nous a permis de réussir aussi, c'est par rapport au matériel électoral. Parce que nous, à la fin de chaque élection, après l'élection présidentielle de 2024, on fait ce qu'on appelle des missions de remontée du matériel. Tout le matériel qu'on avait acheminé au niveau des départements, des régions et des communes, on fait remonter ça au niveau central. On a des équipes qui vont faire remonter le matériel et nous, on va examiner le matériel. On va voir le matériel réutilisable et le matériel non réutilisable. Pour le matériel utilisable, on désinfecte, on réexamine, etc. Et on range ça et on fait le décompte en disant, pour les urnes, je donne juste un exemple, on a besoin
par exemple, on a 16 400 et quelques bureaux de vote. Et on a besoin de 36 000 et quelques urnes. Maintenant, au niveau des décomptes, si vous avez 30 000 urnes, vous gardez. Et maintenant, vous commandez les 6 000 qui restent. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Actuellement, on a déjà fait la remontée du matériel électoral, des élections législatives anticipées, et on est en train de voir le matériel réutilisable. Et au finish, on va faire des fiches pour dire que pour tel matériel, il faut augmenter, etc. Et nous, on n'attend pas l'élection. On va donc faire des commandes, acheter et laisser le matériel au niveau du magasin. De telle sorte que si demain, on nous dit même il y a une élection anticipée, donc on va prendre le matériel, on va acheminer avec des plans bien définis. Donc ça, c'est un autre élément. L'autre élément, c'était par rapport à la communication. Le défi à relever était par rapport à la communication. Parce que moi, j'ai été nommé au mois de juillet et j'ai pris service au mois d'août. J'ai demandé à mes équipes d'accélérer dans le cadre de la communication parce qu'il y avait beaucoup de désinformation. Il ne fallait pas laisser le temps aux acteurs de la désinformation de pouvoir gagner du terrain. C'est la raison pour laquelle on a aménagé le site et toutes les informations utiles ont été livrées à temps. L'autre élément, c'est qu'il y a eu beaucoup d'innovations en matière technologique. Pour le dépôt des dossiers de candidature, il y avait un logiciel qui a été prévu pour permettre aux candidats de ne pas faire des erreurs. Le logiciel permettait aux candidats qui vont faire l'investiture de pouvoir contrôler l'âge pour être député, de pouvoir contrôler la parité, de pouvoir contrôler également le nombre de candidats à investir pour chaque liste, mais également de pouvoir, comment dirais-je, lutter contre ce qu'on appelle les doublons internes et les doublons externes, qui sont des causes de rejet dans le cadre de ces procédures. L'autre innovation, c'est également, il y a une plateforme de gestion des affectations des membres des bureaux de vote qui posait un certain nombre de problèmes. Une plateforme a été créée pour permettre au niveau des bureaux de vote de pouvoir avoir vraiment tous les membres dans une seule plateforme. L'autre également, c'est de mettre le fichier électoral en ligne et même la carte électorale. Que tout Sénégalais puisse consulter avec le numéro de sa carte d'identité biométrique CEDEAO ou bien le numéro de sa carte d'électeur, de pouvoir vérifier son adresse électorale. Ça également, ça a été un élément important et ça participe davantage à la transparence du processus électoral. Il y avait également une plateforme de collecte et de traitement des résultats électoraux. Et cela favorise également la transmission en temps réel des résultats qu'on a eu. De ce fait qu'à 22 heures, vous pouvez avoir les résultats. Donc ça également, ça a participé à la réussite de l'organisation des élections. L'autre élément, c'est la formation des acteurs politiques. Parce que pour être au top, il faut avoir une bonne ressource humaine. Il faut avoir de bonnes ressources humaines à temps pour moi. Et cela, il faut une bonne formation. Et la direction de la formation et de la communication a eu quand même à mener des formations au niveau de toutes les régions du Sénégal. Et ces formations ont donné des fruits. Parce que tout simplement, les acteurs du processus électoral ont maîtrisé non seulement les bureaux de vote, mais également la transmission de ces procès-verbaux au niveau des commissions départementales de recensement. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, ce n'était pas facile. Il fallait relever les défis. En 2 mois, organiser une élection législative anticipée. Donc, ça a été un record. Mais ça a été facilité également par le niveau de démocratie du peuple sénégalais, mais également par la maîtrise du processus électoral des différents acteurs que sont la Direction générale des élections, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les forces de défense et de sécurité, mais également donc la société civile, mais les membres des bureaux de vote qui ont eu quand même à faire un travail remarquable sur le terrain. Donc, le premier défi, c'était le cadre juridique. Deuxième défi, c'était la mobilisation des moyens financiers également, parce que ce n'était pas un budget qui avait été prévu. Parce que quand on parle d'élections anticipées, cela veut dire qu'il n'y avait pas de budget. Il n'y avait pas de budget. Mais les autorités n'ont pas hésité quand même à trouver de l'argent pour pouvoir donc satisfaire à la demande de la Direction générale des élections. Après ça, c'est la formation, c'est la communication. L'autre élément également, c'est d'avoir donc des outils informatiques qui vous permettent d'aller vite. Et à long terme maintenant, vous avez des résultats qui vont vous permettre d'aller carrément vers ce qu'on appelle la digitalisation du processus électoral. Donc, pour ne pas abuser un peu
du temps. Je pense qu'en fait, c'est un résumé de ce qu'on a eu à faire, ce qui nous a permis d'avoir un peu ces résultats-là, qui, sur le plan quand même du processus électoral, n'ont fait que donner du crédit au processus électoral sénégalais. Merci beaucoup, M. DG. C'est très, très intéressant, vraiment.